On est parti pour le dossier de la semaine consacré au Goku Day. Goku Day qui est une journée officielle, donc c'est pas une journée créée par les fans ou quoi que ce soit. C'est une journée officielle au Japon. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le Goku Day finalement? Pourquoi aujourd'hui, Xelan? Tu peux nous expliquer? Alors, c'est pas très compliqué, hein, pour être honnête. La date au Japon, elle est à l'envers. D'accord? Donc on fait année, mois, jour. Si j'ai pas de conneries, c'est un truc comme ça. Donc on la lit à l'envers de chez nous. Et du coup, le 9 mai, là-bas, c'est le 5-9. 5 en japonais, c'est Go. 9, c'est Q. Go, Q, Goku Day. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Et pourtant. Et pourtant, parce que du coup, derrière, c'est devenu, comme tu disais, c'est une institution. Là-bas, c'est vraiment un. C'est pas un. C'est la journée mondiale du Goku, quoi. Genre, c'est. D'ailleurs, il y a le Goten Day qui est demain. Voilà. Ouais. Et le Gohan Day hier aussi. C'est ça. Mais la vraie journée officielle, plus c'est vraiment Goku. Le 5 mai, aujourd'hui même, une journée où on fête le personnage iconique du manga Dragon Ball. Et c'est le seul, je crois que c'est le seul personnage ever à avoir sa fête officielle. On est d'accord, il n'a jamais eu un autre finalement dans l'histoire du manga. Même outre que le manga. Je sais pas s'il n'y a pas un truc pour Pikachu. C'est pas du manga, mais je crois qu'il y a un truc. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a un truc par rapport à Pokémon, mais voilà. Peut-être, mais c'est pas aussi gros que le Goku Day, quoi. Que ce soit le seul ou pas, ça changera pas grand-chose, simplement parce que le Goku Day, c'est pas juste une petite fête où les gens font haha, c'est un tweet. Il y a vraiment des trucs qui se passent pour le Goku, particulièrement cette année, parce que on avait été habitué plutôt à ce qu'il ne se passe pas grand-chose pour le Goku Day, mais là, ils ont mis les petits plats dans les grands. Surtout qu'en plus, enfin, lié ou non, ça a une importance. Goku, on le rappelle, est la mascotte des Jeux Olympiques de Tokyo, du coup de 2020, mais qui sont cette année, en 2021. Alors, tu vas un peu vite, Dorian, parce qu'on va parler de pas mal de choses. Oui, pour le personnage de Goku. On va notamment parler un peu de ses origines, de l'évolution du personnage, pourquoi finalement on aime Goku, sa place dans la pop culture. Donc, tu as parlé des JO, on va en parler un petit peu après. On va parler de nos passages un peu préférés du personnage, de nos designs préférés du personnage. On va vraiment parler autour du personnage tout au long du dossier. On va ensuite parler un petit peu de tout ce qui se passe actuellement autour de Dragon Ball. Donc, on va reparler un petit peu du film, et de tout ce qu'il y a, des petites infos qu'on a eues en plus, on va dire, en exclusivité pour le Team Manga Show. Donc les amis, j'aimerais qu'on commence pour fêter un peu ce Goku Day, qu'on parle un petit peu des origines du personnage de Son Goku. Ça vient d'où, Dorian, Son Goku, un petit peu, ce personnage? Alors, Son Goku, ça vient de la légende chinoise. En fait, c'est une légende qui, on va dire, du roi singe, qui un peu la même en termes de popularité, dans la culture populaire là-bas, la même importance, disons, que le chaperon rouge chez nous. C'est pour dire à quel point ce Sun Wukong, justement, qui est tiré de là. C'est pour ça que le début de Dragon Ball, du coup, a ce Goku avec une petite queue de singe, a autant cette atmosphère chinoise. On en parlait justement, je crois que c'était la semaine dernière, sur Shinsuke Kikuchi, où au début il faisait ses OST avec justement cette thématique chinoise en tête. Ça vient pas de nulle part, ça vient de là. Et donc c'est de là dont s'est inspiré Toriyama pour faire son œuvre légendaire, du coup, qui a bien dérivé du conte original, on peut le dire. Oui. Ça c'est peu dire, effectivement. Hein. Je sais pas si on a dit le titre, La pérégrination vers l'Ouest. Non, j'ai pas dit. Titre, donc, merci. Voilà. Ouais. C'est vrai que ça vient à la base de ce conte mythique, ce conte légendaire chinois. Et il est vrai que le début de Dragon Ball est totalement inspiré de ça, que ce soit Bulma, que ce soit Oolong, le bâton. Ces personnages-là, le Yibo, Kintoon aussi. Kintoon, c'est des attributs de Son Wukong à la base. D'ailleurs, de souvenir, Goku devait justement avoir un côté beaucoup plus singe, justement, dans ses premiers designs. Dans ses premiers designs, effectivement, on peut en voir des designs de Toriyama où c'est un singe, littéralement. Goku est un singe. Donc c'est vrai que c'est les prémices du personnage. Il y a aussi Dragon Boy, qui est un chapitre qui a été fait avant Dragon Ball, où on voit, je viens de te rajouter l'image, Miro, si tu veux le mettre. On voit un petit garçon avec un petit bâton magique qui fait un petit bâton dans le dos et un dragon derrière. Concrètement, c'est les premières esquisses du Goku qu'on connaît après.
C'est même carrément le même personnage, juste la coupe qui est différente. on peut le dire. Voilà, là on a le visuel. Donc voilà, c'est un peu voilà, les premiers formats. Ouais, exact. Avec une tête de Yamcha. C'est vrai. C'est vraiment parce que Sun Wukong, le personnage, il est connu pour être notamment un peu, on va pas dire farceur, plus espiègle. Voilà, c'est pas une bonne personne en fait à la base. Il est plutôt mauvais. Il est bagarreur, il fout la merde en fait. Il a un sacré passé derrière lui. Et je trouve que c'est assez marrant parce que Goku est pareil. Au tout début, avant Dragon Ball finalement même, Goku n'est pas gentil. Goku, c'est un Saiyan du coup, et c'est en se cognant la tête du coup qu'il est devenu sympa. Et je trouve que je sais pas si c'est fait exprès, j'en doute même vu que on sait que Toriyama n'avait pas forcément tout prévu à l'avance, mais que du coup en fait ce côté de Sun Wukong qui s'assagit avec le temps, on le retrouve finalement chez Goku avec cet accident. C'est voilà encore un petit truc de la pérégrination, c'est chiant à dire comme mot, vers l'ouest. Un voyage vers l'Occident, c'est vrai que c'est l'autre titre qu'on a en France, donc on va plutôt dire le voyage vers l'Occident. Effectivement. Donc voilà, c'est un peu les origines du personnage de Son Goku qui est du coup tiré de cette légende du roi singe. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur notre Goku, celui qu'on aime, celui qui nous a bercé notre deuxième daron, j'ai envie de dire, Son Goku. Premier héros. Premier héros. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à Goku, Kai? C'est quoi ton rapport avec lui finalement? Oh, putain, c'est peut-être vraiment le premier qui m'a vraiment marqué. Enfin, juste, je pense que c'est son côté espiègle et juste imprévisible en fait qui m'a genre vraiment fait accrocher quand j'étais plus jeune. Et juste en fait après le voir évoluer et grandir en fait, c'est aussi une des choses qui m'a le plus accroché chez ce personnage, c'est que vraiment on le voit grandir. C'est peut-être le premier qu'on voit vraiment grandir comme ça de cette manière-là et sur 42 tomes en fait. Alors que généralement on a un protagoniste qui évolue une fois au début, ensuite il reste du même âge jusqu'à 90% du manga et grandit à la fin quoi. À l'époque c'était assez prohibé hein, là on est dans un shonen et en général c'est tu vois, t'as un protagoniste qui est allé dans la quinzaine jusqu'à grand max 17-18 ans. Et non, Goku, à la fin du manga, il a quoi, 40 ans quasiment, quoi. C'est. Enfin, même pendant un bon 50% du manga, il est quasiment dans la trentaine, quoi. Totalement. Non, on peut parler du coup de l'évolution du personnage, effectivement. On commence avec un personnage finalement, un gamin assez naïf, qui découvre le monde, qui ne connaît rien du monde. Tout ce qu'il connaît, c'est son grand-père et sa forêt, sa petite jungle où il vit. Et un jour, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Bulma. Et c'est de là que tout va partir, finalement. Toute cette histoire et toute cette aventure part de là. Excellent. C'est vrai que à la base, Goku, on peut me le dire, hein, c'est un plouc. C'est le plouc ultime. Genre, le mec n'a aucune connaissance de rien. Il sait pas compter, il sait pas lire. Il est à moitié con. C'est pas son âge. C'est pas son âge, il a jamais vu une fille de sa vie. Enfin, vraiment, on est sur un truc. Et là encore, hein, parce que les personnages de Dragon Ball sont excessivement clichés, particulièrement au début. Mais alors, Goku, c'est peut-être. On l'oublie un peu, parfois. Mais Goku, c'est sans doute le pire de tous, hein, à ce niveau-là. En termes de clichés, même comparé à Bulma ou Oolong, qui sont déjà, sacrément. Et qui ont des traits bien nets, on va dire. Goku, c'est le pire de tous, il est complètement con. Pour finalement, à la fin du manga, devenir le personnage le plus sage. On lui propose même le poste de Dieu à un moment. Il y a quand même il y a un petit gouffre, parce que on entend souvent que Goku est un personnage qui n'évolue pas trop ou quoi. Alors, c'est pas forcément faux, mais en même temps, c'est faux. Mais voilà, oui, il a pas des revirements de personnalité, ce qui est normal. Hein, mais il reste au fond le même. Il évolue énormément en réalité. On passe d'un gamin un peu stupide et impulsif à un adulte super sage, un père de famille et tout, le protecteur de la terre. Très intelligent. C'est justement ça aussi la force de Goku, c'est que beaucoup de personnages le répètent à travers l'œuvre, c'est que il s'est jamais perdu en fait. Il s'est jamais perdu de vue de lui-même. Il est toujours resté fidèle à lui-même, à ce qu'il est. Dans le fond, il est toujours resté le même. Il a juste évolué en tant que personne, justement comme on a dit, en tant que père de famille, en tant que j'ai envie de dire même être humain, alors que pourtant c'est un Saiyan, et c'est ça aussi qui est beau, d'une certaine façon. En fait, il est important, je pense, de souligner qu'un changement de personnalité ne veut pas dire une évolution. C'est pas parce qu'il n'a pas changé de personnalité
qu'il Oui, n'a pas c'est ça. évolué. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont les gens ont peut-être un peu de mal. Pour eux, c'est un personnage qui a évolué, un character development, c'est Vegeta qui était méchant, qui devient gentil. Certes, oui, et c'est très très bien que Vegeta, il n'y a pas de souci, c'est pas le sujet, mais c'est excellent. Mais c'est pas forcément ça le truc. Pour moi, Goku, dès le départ et jusqu'à la fin, c'est un personnage profondément bon. C'est la pureté incarnée, et d'ailleurs qui est incarnée dès le départ avec le Kintoon, le nuage magique, où tu peux monter dessus que si tu as le cœur pur. Et le seul personnage limite qui peut, au début en tout cas du manga, être dessus, c'est pas Bulma, c'est pas Krillin, c'est pas Tortue Génial, c'est Goku. C'est aussi pour ça que ces moments de colère, premier contre Tambourine après la mort de Krillin et qu'il est volé dans Dragon Ball, surtout sur Namek contre Freezer. C'est pour ça que ces moments de colère aussi sont aussi impactants parce que justement on connaît la pureté de Goku, il a un cœur de cristal et pourtant quand il se met en colère, on le voit, on sait que déjà on l'a vraiment poussé à ses limites quand ça arrive. C'est toujours pour des raisons, voilà, c'est pas genre on lui a volé son goûter, c'est on a tué ses amis et son meilleur pote quoi, genre c'est. Voilà, on a tué son meilleur pote quoi, c'est pas pour une raison du tout égoïste déjà. Et surtout il y a ce revirement justement où même parfois on a parlé un peu du fait que le cœur d'un Super Saiyan par exemple ne peut pas être pur ou des choses comme ça pour dire à quel point la colère et la haine prennent le dessus. Et que pourtant, ça reste un être bon au fond. Totalement. Mais c'est la caractéristique première de Goku, clairement. Et c'est le Genkidama, on est même finalement comment dire, c'est quoi le mot? L'incarnation. L'incarnation. L'incarnation, la présentation. C'est la pureté, c'est pouvoir prendre toutes les bonnes énergies du monde pour pouvoir la balancer et battre l'ennemi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que tu fais bien de le souligner, c'est que les rares fois où on voit Goku finalement s'énerver, c'est toujours pour ses amis et pour sa famille et pour le bien-être. Après, c'est vrai qu'on peut aussi souligner un côté peut-être parfois, c'est pas égoïste, insouciant. Mais plus insouciant dans le sens où égoïste quand même. C'est un personnage qui est profondément égoïste quand même, Goku. Je trouve ça très c'est pas cool, tu vois, de dire de Goku que c'est égoïste. C'est vrai que le mec a sauvé la Terre des dizaines de fois avec un truc, c'est un peu gros de dire égoïste. Il est égoïste, mais il en a conscience, on va dire. Il est égoïste, voilà, mais il sait s'arrêter quand il faut, quoi. Genre, il le dit lui-même. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre, et c'est surtout se surpasser. C'est pas battre ses ennemis, comme dirait Vegeta, c'est pas battre ses ennemis, c'est se surpasser soi-même qui vise. Ça, je trouve ça très très beau. C'est ce qui va tester ses limites. Exactement. C'est ce qui fait de lui finalement le numéro 1. Et une des meilleures représentations de ça, c'est évidemment, je pense, là, vu qu'on est là-dessus, Super Saiyan sur Namek, c'est quand il laisse Freezer se transformer à 100%. Mais là, il est dans un moment de rage, mais sur un moment plus calme, on pense sur Terre, quand il laisse partir Vegeta, et que limite, il supplie Krillin, mais limite, c'est le cas. Et il le dit lui-même, il est égoïste, il sait que ça va mettre tout le monde en danger, mais pourtant, il peut pas s'en empêcher. Bah oui, c'est peut-être la dernière fois qu'il aura un mec de cet acabit là face à lui, et il se dit bon, j'aimerais bien être le mec le plus fort de l'univers, tu vois, c'est maintenant ou jamais, tu vois, si je veux. Alors qu'en vrai, la décision elle est stupide, en réalité. Quand on y réfléchit une seconde, celui qui a raison, c'est Krillin. C'est pas Goku. Si tu veux. Et pourtant, et c'est ça qui, même Vegeta le dit lui-même, peut-être qu'à ce moment-là, il avait déjà peut-être senti que je pouvais changer. Et alors que normalement, rien n'indique qu'il faut sauver Vegeta à ce moment-là. Et pourtant, si tu le fais pas, quelques années plus tard, la Terre n'existe plus. Je sais pas, je trouve que c'est super juste en fait dans la manière de le faire. On n'est pas sur finalement, il y a des conséquences, mais elles sont pas toujours négatives. Il y en a où parfois ça fout la merde. Contre Cell par exemple, c'était pas le meilleur coup de l'histoire, on va dire. C'était peut-être pas la meilleure idée. Mais par contre, contre Vegeta, ça a sauvé l'univers, même un peu plus que la Terre, ça a sauvé l'univers d'avoir tellement laissé partir ce mec qui était purement mauvais il y a 30 ans, quoi. Donc c'est exact. Tu viens de dire quelque chose aussi dont on n'a pas parlé justement. C'est la force de Goku aussi, c'est de pouvoir changer ses adversaires, ses rivaux, ses ennemis, pour les transformer plutôt en rivaux et en personnes bonnes, tu vois. Et ça, c'est Goku, c'est pour moi le personnage qui incarne plus ça. Tu vois, avant les Naruto, les Luffy, etc. C'est Goku le premier pour moi qui a vraiment fait ça avec Piccolo, avec Vegeta, etc. Il a une montée contagieuse. Krillin même. Krillin au début. Krillin aussi, c'est un petit connard. C'est pas non plus un mec mauvais non plus, mais
C'est une petite merde. Genre, le mec, Oui, le mec c'est vrai. Hein, maintenant il est fourbe, il est lâche, c'est un menteur. Genre, il a pas grand chose pour lui, quoi. En plus, il est chaud. Je dirais qu'un des changements les plus marquants, bizarrement, c'est pas par exemple, pour moi quand je pense, c'est pas Vegeta ou peut-être Piccolo par exemple ou Krillin, c'est Tenshinhan, moi, un des personnages, j'en veux plus parce qu'on voit c'est vraiment une ordure. Hein, Tenshinhan, c'est pas comme Vegeta où voilà parce qu'il est en mode bah j'ai mes intérêts et puis voilà c'est tout. C'est Tenshinhan est une ordure parce qu'on l'a éduqué comme une ordure et il aime être une ordure. C'est vraiment ça et pourtant aujourd'hui c'est parce que Vegeta voilà il garde quand même son côté fier, son côté des fois un peu froid, mais par exemple Tenshinhan c'est vraiment devenu une personne extrêmement sage à un point quand même assez impressionnant. Et moi j'irais même vas-y Kai, il s'est vachement assagi en vrai maintenant que j'y pense Tenshinhan comparé à ce qu'il nous avait montré pour le Tenkaichi Butokai et comment il était mais quand tu le vois dans Dragon Ball enfin dans la partie Dragon Ball Z enfin c'est plus rien à voir c'est moi j'irais même encore plus loin encore que Tenshinhan et que Krillin parce que Yamcha c'était déjà le cas aussi avant et Oolong même avant c'était aussi pas mal le cas donc Bulma même hein. Bulma c'est autre chose. Bulma c'était plus léger mais déjà Bulma en vrai après c'est peut-être celle qui a le moins changé finalement parce qu'elle est toujours pas irréprochable on va dire. Oui ça. Mais je trouve que Tenshinhan c'est vrai qu'il y a après c'est vrai qu'il y a l'influence de Chaozu qu'on dit dans le chat sur Tenshinhan qui est très vrai aussi. Mais Tenshinhan, ce qui est sympa, et on le voit d'ailleurs après quand il revient dans les Tenkaichi Budokai, c'est il se rachète. C'est pas juste le mec qui est devenu gentil. C'est le mec, il œuvre pour le bien, genre en mode j'ai fait de la merde, tu vois. Genre quand il va et qu'il éclate, merde, j'ai plus le mot. T'as dit quoi, moi j'ai plus quand il... Merde, je t'ai pas écouté, excuse-moi, vas-y répète. Tu sais quand il met un coup de pression à Tsuru Senin et tout. Tu vois, il y a ce côté un peu genre c'est fini. Je ne suis plus maléfique et je ne le serai plus et maintenant je vous attrape, je vous pète la gueule, tu vois, il y a ce côté un peu oula. Genre ça change l'ambiance. Moi je trouve que c'est marquant avec Tenshinhan. C'est vrai que Topai. Ouais, Goku du coup qui certes a une j'aime beaucoup en fait la relation que Goku a avec ses amis dans le sens Goku vers ses amis, mais j'aime beaucoup aussi la relation inverse, c'est-à-dire que tous ses amis, toute la Z-Team envers Goku, à un point très vite dans le manga, même dès l'arc Piccolo, je dirais, peut-être même avant, alors Crubaru, etc. Goku devient l'espoir, tu vois, le héros, il n'y a que lui qui peut nous sauver à ce moment-là, tu vois. L'armée du ruban rouge, ils arrivent, ils se disent oh bordel, Goku il va galérer de fou, ils arrivent. Bah, voilà, Goku a déjà terminé le travail. Piccolo Daimao, c'était clairement, vraiment, on était au fond du gouffre, on s'est dit mais on ne pourra jamais se tenir à ça, on avait perdu, mais pour rappel, hein, acte Piccolo Daimao, on perd des tortues géniales. Kame Sennin, on perd des Chaozu, on perd des Krillin. Je te dis merde, mais en fait c'est terminé quoi. Il reste Tenshinhan, mais qui peut rien faire face à Goku. On perd Shenron surtout. On perd Shenron. C'est la merde. Vraiment, c'est que là en termes de drama, mais ça m'avait traumatisé de fou. On perd Shenron et du coup, en fait, c'est soit Goku gagne à ce moment-là, soit c'est terminé. Tu vois, on a aucune autre solution. Et le combat de Piccolo contre. C'est le Piccolo Day d'ailleurs aujourd'hui. C'est aussi le Piccolo Day, effectivement. on peut aussi saluer. C'est le jour où du coup Piccolo est devenu maître du monde. Est-ce que c'était fait exprès, tu penses ça? Le choix de la date. Ah. Parce qu'en japonais, quand Piccolo dit aujourd'hui, on est du coup le Goku et peut-être. Je me dis, c'est pas un hasard quand même. Ou alors sinon c'est une putain de coïncidence quoi, parce que. Ah mais c'était quoi ça raconterait quoi en fait ça non, c'est pas forcément ça, mais juste une petite gag entre guillemets. Moi c'est plus un gag quasiment que le jour le 9 mai comme ça, ce soit le jour de Piccolo et que 5 secondes après il se fasse éclater par Goku. Clin d'œil juste. Clin d'œil, mais je pense que ça peut raconter quelque chose en soi. Ça peut raconter justement le fait que à la base cette journée qui devait être marquée par un être maléfique et qui devait être un peu le symbole du mal, cette journée, au final, c'est totalement l'inverse. Par Goku qui a donné l'espoir et qui, au final, a transformé une journée d'espoir, une journée bonne. Vraiment, dans le sens pur du terme. Totalement. Je vais l'interpréter, je dirais que ce serait ça. Ouais, je reviens sur mon idée de tout à l'heure, parce que du coup, j'avais pas fini. J'aime aussi la relation, du coup, que les personnages qui tournent autour, qui gravitent autour de Goku ont, dans le sens où même, en fait, finalement, quand tu réfléchis bien, aucun personnage n'a la même relation avec Goku les uns avec les autres. Et ça se ressent en fait même dans la façon dont ils l'appellent. Tu vois, donc ils appellent le personnage.
Genre, t'as Krillin, il va appeler Goku, juste Goku, tu vois. Parce que c'est son meilleur ami, tu vois, ils sont meilleurs amis, donc ils ont une relation un peu plus proche en japonais. Il a très, tu sais, avec les san, les suffixes, san, chan, etc., tu vois. On a, par exemple, Shishi, qui est sa femme, du coup. Elle l'appelle Gokusa, mais Gokusa, c'est plus un côté un peu paysanne, un peu, voilà, de la campagne. Voilà, chaque personnage, en fait, a Moi, c'est Son Kun. Son Kun. Comme un gamin. Son Kun, parce que voilà, c'est le gamin, c'est l'enfant, tu vois, donc, quand elle le connaissait depuis, c'est la première qu'il l'a connu, donc elle a une relation un peu grande sœur avec lui, tu vois, Son Kun. Donc tout le monde a son Piccolo aussi, il a son Goku Kun un petit peu. Son non, ça c'est plus Vegeta. Vegeta. Vegeta qui est carotte. Donc chacun ça, à travers le prénom et la façon de l'appeler, ça résulte bien finalement de la relation qu'ils ont avec le personnage. Et je trouve ça trop beau. Je trouve que c'est une petite justesse d'écriture qui malheureusement on l'a pas eu en français. Ça a été un petit peu plus rectifié finalement avec la perfection. Donc merci Fédor pour les travaux effectivement qui a bien géré sur ce coup-là. Mais c'est des petites subtilités qu'on n'avait pas à l'époque et que je trouve ça vraiment trop cool. Goku et Shozu qui sont jamais parlé. Ça c'est une anecdote qui est ultra connue qu'on nous dit dans le chat. C'est vrai qu'on le sait, mais ça me fume à chaque fois ce truc. Ils se sont jamais adressé la parole. C'est complètement con, hein. Mais c'est. Je me demande comment ça a pu se faire, même au niveau de l'écriture, pour que finalement les. Après, Chouzou, c'est un personnage quand même qui est mineur, mais que les deux n'interagissent à aucun moment du manga, à une époque où en plus il y a quand même beaucoup de dialogues et tout, ils sont constamment à côté et ils parlent jamais. C'est rigolo. C'est vrai que c'est marrant. Il y a un truc dont j'aurais voulu parler, vu que c'est un sujet assez important, c'est aussi la différence de perception du personnage dans le monde. Pourquoi les Américains? Parce que justement, il y a un problème par contre dans le traitement de Goku, notamment à l'international, c'est que surtout en Amérique et pas mal en France, vu qu'on a pas mal hérité de ça, c'est que par exemple Goku est parfois vu à tort comme un Superman, comme un super-héros qui sauve la veuve, l'orphelin, alors que comme on l'a pas mal abordé tout à l'heure, c'est pas le cas. Pas le cas, c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un qui pense à ses amis et c'est un bon père, contrairement à ce que beaucoup pourraient dire ou penser dans le chat. Mais c'est pas un super-héros non plus. C'est pas un super-héros, mais en fait par ses actes et par sa bonté naturelle, il l'est en fait automatiquement. Il s'auto-proclame quand même pas comme ça. Il va pas forcément se battre en disant je vais sauver la Terre et l'univers. Non, il vient, il veut être le plus fort, mais quand il y a un ennemi en face et qu'il faut sauver ses amis et du coup directement la Terre, et ben il va quoi. Il est pas là pour la justice en fait, il veut sauver ce qui lui est cher. C'est la différence. On s'est beaucoup attardé sur la partie Dragon Ball première partie. On peut aussi parler de la deuxième partie un peu plus DBZ entre guillemets. On a un Goku du coup qui a énormément évolué, je trouve, entre ces deux parties-là. C'est un adulte quand on le retrouve finalement dès l'arc Saiyan, je trouve. On sent qu'il y a une ellipse et on sent que voilà, on a un Goku adulte, père de famille. Et bordel, on apprend la vérité sur d'où il vient, donc ses origines Saiyan, etc. Son frère Raditz. C'est une période finalement très très importante pour le personnage. Et ça enchaîne directement avec l'arc Freezer Namek, où là pour moi on est au summum de ce que Goku a pu produire ce que Toriyama a pu produire tout court, mais ce que Goku a pu nous donner à ce moment-là, pour moi, c'est le daron ultime, tu vois, le mec qui vient, qui est, encore une fois, Goku, depuis le début, même à l'arc Piccolo Nemo, même avant, Goku, c'est toujours le mec qui arrive au dernier moment, c'est l'espoir, scénaristiquement parlant, c'est la clé, tu vois, il arrive à la fin, et il va sauver la situation. Et même, j'irai plus loin. Ouais, il arrive toujours à la fin. Il est jamais là, enfin, ça arrive, mais il est quasiment jamais là au début, il est jamais là quand on a besoin de lui, finalement. Contre Boo, il est mort. Contre Cell, il est malade. Contre Vegeta, il est mort encore. Enfin, tu vois, il y a toujours une couille sur Namek, il est en transit. Mais Namek, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Hein, parce qu'il est pas là quasiment 3/4 de l'arc. Genre, mais moi j'adore l'arc. Moi, je trouve ça fort en vrai. Hein. Mais c'est trop fort parce qu'en fait, pas ton main character pendant 3/4 de l'arc. Les main characters de l'arc Namek, il faut se dire que c'est Gohan, Krillin et Bulma. C'est les trois personnages pour moi, et Vegeta aussi qui est quand même assez important. Mais Goku n'arrive qu'à la fin, mais quand il arrive, on en parlera dans nos passages préférés. Mais bon, bref, il faut expliquer. Mais c'est clairement pour moi le GOAT du manga de son œuvre. À un point tel où quand il n'est plus là, il manque énormément en fait. Surtout, j'avais envie il y a un truc, bon, je suis désolé, je vais faire une comparaison, c'est pas dans le but de dénigrer l'un ou l'autre, mais c'est vrai que c'est quelque chose, quand je l'ai eu avec One Piece, j'ai encore plus apprécié avec Dragon Ball. C'est par exemple,
One Piece avec Luffy, on a tendance à plus le mec en gag en mode lol, il a trop mangé, il va s'endormir et puis après il va arriver pour la baston, il va régler le problème. Alors que Goku en fait c'est toujours apporté d'une manière où que ce soit logique et limite un peu tragique, je pense. Je sais pas, au Saiyan où il doit remonter toute la route du serpent en un temps record, il doit prendre Kinto-un et foncer sur le champ de bataille. Sur Namek, bah il y a le temps qui se rétablisse et le temps qu'il mette avec son vaisseau pour arriver à toute vitesse. Et c'est toujours des trucs comme ça où on l'attend vraiment, limite on supplie qu'il arrive à un moment tragique, quoi. Sur les conséquences finalement quasiment de ce qu'il a fait avant. C'est ça. Pourquoi il est en retard sur Namek? Parce qu'il a sauvé le monde contre les Saiyans. Ça c'est que des trucs. Voilà, pourquoi il est en retard contre les Saiyans? Parce qu'il a sauvé le monde contre Raditz. Il y a tout ce truc. Pourquoi finalement... il est en retard contre Freezer sur Terre? Non mais c'est toujours des éléments. En fait c'est finalement. Dragon Ball c'est très bien écrit. Moi je le sais, on le sait nous, mais certains disent que voilà bref. Mais Dragon Ball est très bien écrit dans le sens où Goku est toujours l'élément qui va pas toujours d'ailleurs, mais qui est souvent l'élément qui va résoudre le problème. Et du coup pour pas l'amener dès le départ, on le nerf, finalement l'équipe qui est déjà présente sur place par rapport à l'arc suivant. Autre chose, c'est là parce que je viens de dire une grosse bêtise. Goku est très rarement finalement le sauveur de l'humanité. Finalement, quand tu regardes rétrospectivement, c'est pas Goku qui bat Vegeta l'arc Saiyan, tu vois. C'est plus Gohan, tu vois. Ouais. Arc Namek, certes il gagne, mais à quel prix et voilà, tu vois, il y a des choses, trucs l'arc Cell, c'est pas non lui non plus. L'arc Boo, c'est le Genkidama, ça c'est lui, il vient le Genkidama, mais c'est pas que lui tout seul, tu vois, c'est la force de tout le monde. Finalement, Goku, il gagne pas tant que ça dans le manga et dans l'anime, c'est ça. Finalement, quand tu regardes. Piccolo, c'est bien, je pense que c'est le seul moment où en pur 1v1, il a vraiment. Il y a Freezer aussi, mais voilà, mais c'est le moment où vraiment, voilà, Piccolo contre Piccolo, il sauve le monde, c'est lui. On le reconnaît comme tel d'ailleurs. Hein, il y a je crois que c'est le roi du monde qui le dit. Ouais, il y a un petit garçon qui a fumé Piccolo. On est bon. Et après ça, comme tu disais, genre c'est systématiquement soit une semi-défaite contre Raditz, contre Vegeta, donc c'était pas gagné, contre Freezer. On pense à moitié qu'il est mort, on sait pas trop comment ça se passe, la planète elle explose avec lui. Et finalement c'est Trunks qui tue Freezer, finalement, finalement, donc bon. Il est même pas vraiment mort. Contre Cell, c'est pas lui. Il participe évidemment. En fait, c'est lui indirectement. À travers l'autre. C'est toujours grâce à lui finalement, parce que quand c'est Gohan qui gagne, indirectement c'est lui qui gagne. C'est son fils, c'est son héritier, c'est la suite, c'est lui qui l'a entraîné, tu vois. C'est ça qui est très beau, je trouve, avec le Genkidama, c'est que c'est l'inverse. C'est que c'est les autres qui battent bout à travers Goku. Là où normalement, jusqu'ici, c'était plutôt à travers. C'est Goku à travers les autres parce qu'il leur a apporté son énergie, parfois ce genre de choses, les fait gagner. Là non, c'est l'inverse, c'est le monde entier, c'est tout l'univers qui, en la personne de Goku, Babou. Goku tout ça, il fait rien contre Boo. Goku n'est que finalement le catalyseur. C'est et ça. Pour une fois, ce n'est plus Goku qui sauve l'humanité, c'est l'humanité qui sauve Goku. Et c'est incroyable, c'est Dragon Ball magnifique. Merci les cartes, on peut conclure. Non mais voilà, j'adore. Franchement, l'écriture du personnage et de Dragon Ball est vraiment top, je trouve. On peut du coup aussi parler rapidement du Goku père. Tu l'as un petit peu énoncé tout à l'heure, tu l'as un peu introduit tout à l'heure, Dorian. Kai, je vais te poser la question à toi, vas-y Kai. Est-ce que pour toi Goku est un bon père ou un mauvais père? Dis-nous tout. On les débat. Alors, c'est un bon... Non, je rigole, c'est un bon père. Non, pour moi, c'est un bon père. Après, vous, je ne sais pas. Je vous regarde suspicieusement, les amis. Est-ce que pour toi, Ilias, c'est un bon père? Mais la question ne se pose pas pour moi, mon cher Kai. Évidemment que un homme qui se sacrifie pour sauver l'humanité et donc son fils pour qu'il puisse vivre tranquillement et faire ses études comme il le souhaite, ça ne peut être qu'un bon père. Personnellement, je trouve. Le reproche qu'on fait à Goku en tant que père, c'est excusez-le d'être mort, quoi. Excusez-le de se sacrifier pour le monde. Regardez, Gohan se bat contre Raditz. C'est ça. Et j'ai envie de dire le truc de Goten, comme quoi il a pas vu Goten, il a jamais. Et en fait, ça c'est même pas vrai en soi. Genre le délire de oui, il a jamais demandé à Kaio de lui montrer Goten parce que tu sais, il est là, oh tiens, il y a un truc qui est bon sang derrière. Non mais il sait. C'est une semi-surprise. Et parce que c'est la première fois qu'il le rencontre. J'ai envie de dire la seule vraie erreur qu'il fait en tant que père, c'est quand il envoie Gohan se battre, justement, il donne un Senzu parce que, certes, non mais attends, je vais t'expliquer, dans le sens où Gohan, certes, peut sauver l'humanité et ça, mais Piccolo lui explique, Gohan, c'est pas ce qu'il veut. Et au moment où il se rend compte de ça, justement,
où il se dit, c'est vrai que Gohan n'est peut-être pas forcément comme moi, c'est là qu'il change d'avis et veut aller se battre. Non, monsieur, non. Ah bah si. À ce moment-là, mais je comprends, bien sûr, je comprends. Mais en fait, il a un doute à ce moment-là, parce que bien sûr, il voit son fils se faire tabasser, et quand Piccolo lui dit, mais attends, mais là, tu déconnes, t'as déconné. Bien sûr que Goku, là, commence à se dire, merde, putain, peut-être que j'ai un peu merdé. Mais, pourquoi il fait ça? Et la preuve, c'est que ça marche dans la finalité, il a eu raison. C'est que, à ce moment-là, pour lui, il était sûr à 300% qu'il n'avait pas les capacités, et que seul Gohan avait le potentiel de battre et de sauver l'humanité. Oui. Donc, à ce moment-là, pour moi, ce n'est qu'une. C'est la confiance. Mais le problème, c'est qu'en fait, il place Gohan dans une situation où Gohan ne veut pas être. Il lui force la main un peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que Gohan est relativement égoïste un peu là-dessus aussi. Parce que là, oh, je veux pas battre. Non, mais on s'en fout que tu veux pas te battre. Sinon, on meurt en fait. Donc, tu vas te bagarrer. Tu vois. Et c'est un peu ça que Goku fait. Il fait bon, bah, t'es pas content, on s'en fout, t'y vas. Du coup, on peut dire que, ok, il a pas forcément compris son fils à ce moment-là, ce qui est le cas finalement, parce que lui, il se rend pas compte que le délire de Gohan, c'est pas la bagarre. Oui, mais attends, il sait pas comment. Attends, pause. Il n'a pas compris son fils, mais son fils ne se comprend pas lui-même en fait, parce que Gohan ne sait même pas de qui il est vraiment et la force qu'il a en lui, tu vois. Et seul Gohan, et de tous les personnages finalement, il n'y a que Goku. Bien sûr, il y a un an dans la salle de l'esprit du temps, donc il a eu le temps de bien le remarquer. Mais il le sait que si c'est pas lui, personne ne le fera et on meurt tous. Donc, est-ce qu'il faut finalement envoyer son fils au casse-pipe avec une chance de sauver l'humanité, ou est-ce qu'on fait rien oui, mais son erreur, non mais en vrai, son erreur, et ce qui est souvent cité pour dire que c'est un mauvais père, c'est par exemple le fait juste qu'il donne un senzu à Cell pour dire bon bah faut se battre, machin, gna. Et en fait, parce que voilà. Alors certes, justement, ce que je dis après, c'est que il a fait ça et que Piccolo lui dit bah en fait. T'as fait ça parce que c'est ce que t'aurais fait contre Cell si t'étais lui, en fait, si t'étais Gohan. Alors que Gohan n'est pas toi. Gohan n'est pas comme toi. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il se dit, merde, j'ai pas pensé à ça. Et au final, ça serait pas ce qu'on appellerait du développement, tout simplement. Parce que le gars, il apprend, tout simplement. Il a fait une erreur, ça arrive. Il a fait une erreur, Est-ce que parce qu'il a fait, est-ce qu'il a fait une erreur, est-ce que ça fait de lui un mauvais père? Non. Bah, non. Il est humain, quoi. Il est humain. Pas humain, finalement, mais. On se comprend. Bon, bref, on va passer. Surtout que bon, il s'est racheté avec sa mort, quand même, donc bon. Oui, avec sa vie, donc. Oui. Il a assumé derrière, quoi. Quand c'est parti en couille, il a fait bon, les mecs, écoutez, bye bye, les gars, quoi. Genre, c'était. C'est ça. Clairement. On peut passer aussi au dernier arc, rapidement aussi, l'arc bout, où là, pour moi, on est au. Le Goku le plus sage ever, genre le daron ultime, le mec qui est en pèse quand il est là. En fait, quand il est là, tu sens qu'il a une aura. T'es sûr, confiant, parce que t'es confiant parce que tu sais. Il y a Goku. Il y a Goku. Tu vois. Tant qu'il y a Goku, rien ne peut se passer finalement. Tu vois. Et dès qu'il est plus là, bah, à un moment, il est plus là. Et du coup, ça fait que on se remet un petit peu dans la mouise. Ce qui a coûté d'ailleurs pas mal à Toriyama finalement, c'est que finalement on sait que les fans étaient très ils voulaient que Goku reste jusqu'à la fin, tu vois. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin on a quand même Goku qui revient pour battre l'ennemi au final. En fait, il y avait ce côté frustrant parce que en fait on sait qu'on peut le ramener, on a les capacités de le ramener, mais on sait que c'est juste une décision en fait qui empêche ça, et c'est ça qui est frustrant. C'est pas comme si, je sais pas, Shenron était mort et puis Shenron et Polunga étaient morts et puis c'est terminé, quoi. C'est vraiment juste. En fait, là où la fin de l'arc Cell, c'était l'héritage, voilà, qu'est-ce que Goku laisse derrière lui, etc. Là où l'arc bout aussi tendait vers ça, avec Goten, Trunks, etc. C'est vrai qu'à la fin, ramener Goku, finalement, en termes de message, je veux dire, pour le message que Toriyama voulait donner à la fin de l'arc Cell, et dans l'arc bout également, c'est vrai que finalement, il est un peu obstru, mais au final, en vrai. Ça passe grâce au Genki Dama, justement. Parce voilà. que c'est pas Goku qui gagne, en fait. Exactement. Si Goku arrivait, il éclate Boo, il éclate Babidi, on a gagné, oui, là c'est nul. Et surtout, mais vu que finalement, c'est lui qui se fait éclater, Vegeta, tout le monde se fait péter la gueule, et au final, on est obligé de fusionner, ça marche pas, et on est obligé d'aller faire le Genki Dama, que tout le monde, que Hercule, Satan, arrive, disent, oh les mecs, on a besoin d'un coup de main, que Goku n'arrive pas à convaincre les gens par lui-même, que Vegeta non plus et tout, c'est ça qui fait que du coup, en fait, le fait que ce soit Goku, on pourrait pas se dire ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être Goten, ça pourrait être Gohan qui fait le Genki Dama. C'est Goku. C'est la symbolique aussi, c'est la symbolique, tu vois. C'est Goku, c'est le héros quand même. Il arrive. Et surtout qu'en fait, en vrai, l'héritage, à la fin avec Oob, on le garde, tu vois. On le garde, donc finalement, le message, il reste. Donc c'est là où c'est fort. Et quand finalement, c'était. Et Pan, effectivement aussi. Bon, voilà, en tout cas, c'est un personnage qui a beaucoup évolué. Je voudrais qu'on parle rapidement aussi de Goku, la place de Goku dans la pop culture, finalement. Aujourd'hui, Goku, il est quand même érigé sur un piédestal où tu le comparais tout à l'heure à Superman.
voilà, potentiellement, pas en termes d'écriture du personnage, ok, mais finalement dans son rayonnement Symbolique. Voilà, de à popularité. l'international, on est clairement au même niveau. Goku, c'est les mangas. Aujourd'hui, C'est ça. on peut le dire, Goku incarne plus que Dragon Ball, plus que l'œuvre de Toriyama, il incarne carrément tout son média finalement dans l'imaginaire collectif. Tu dis manga, c'est Goku. S'il y a un personnage qui doit incarner ça, y a pas de. C'est comme si je dis le jeu vidéo, c'est qui? C'est Mario. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. On est à un même niveau pour moi avec Goku. C'est pour n'importe qui même qui ne s'intéresse pas au manga, Goku est connu. Goku est partout. Dans l'intérieur, tu le disais, mascotte des Jeux Olympiques. Excusez-nous du peu. C'est à même niveau que Mickey Mouse, que Superman, que Pikachu, que Mario, que plein de grands symboles. Ta daronne connaît son Goku, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ça. Si ta daronne connaît Goku, c'est que déjà t'es bien, tu vois. Donc voilà, vous avez une image, voilà, un petit peu en montage, mais c'est vrai que Goku devient l'égérie des JO qui vont se dérouler cette année, du coup, à Tokyo. Et c'est un truc de fou, en fait, tout ce qui se passe autour du personnage, jusqu'à avoir sa propre journée, finalement, parce qu'on est là pour ça aussi, on fait ça pour ça. C'est le Goku Day aujourd'hui, le 9 mai, donc le mec a sa propre journée officielle au Japon. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on va en parler rapidement aussi, c'est que c'est devenu finalement une journée où on annonce des choses, où il se passe des choses autour de Dragon Ball, tu vois, et c'est super intéressant de voir tout ça venir. On peut rapidement aussi parler un petit peu de nos passages préférés du personnage. Nos passages préférés de Goku. Kai, tu veux commencer peut-être? Ouais, bah moi tout simplement, je pense que c'est une des scènes peut-être qui m'a le plus touché dans Dragon Ball, mais pour le cas de Goku, c'est sa rencontre, enfin ses retrouvailles avec Gohan, son grand-père au tournoi. Et c'était c'est peut-être la première fois qu'il pleure du manga en fait. Et, oui. C'est pas la seule. C'est la seule peut-être. C'est la seule fois. Pas sur Krillin quand Krillin meurt, il est énervé, mais je crois qu'il n'y a pas de larmes. Ouais, bah c'est ça qui m'a justement pas mal. Les larmes aux yeux, mais. Je crois qu'il y a une petite goutte pour Krillin. Ouais, il a des larmes d'énervement plutôt. C'est ça, ouais. Mais voilà, c'est vraiment la scène. Voilà, c'est de là que tout est parti. C'est avec cet homme. Et il avait plus cette contrainte de partir à l'aventure vu qu'il n'était plus là. Et là, il le retrouve. Et pour moi, c'était fort. Tu vois, genre, c'est le retour à la base. C'est revoir. C'est le découvrir, surtout pour nous, lecteurs. Découvrir ce personnage qui a initié notre héros, quoi. Et dans le prolongement de cette scène, moi je rajouterais rapidement, hein, c'est le passage, tu sais, où il est face à Vegeta, face au Saiyan, où il se rend compte que c'est lui qui a tué son grand-père. Ouais. Et le moment où il le comprend et son visage, je trouve que Toriyama l'a trop bien dessiné, c'est qu'il y a une tristesse un peu dans son regard, un peu en mode merde, c'est moi qui l'ai fait. Je me rends compte, tu vois, genre c'est une dinguerie ce que j'ai fait, mais bon, enfin bref, donc j'ai pas ce passage également. Dorian, s'il te plaît, ton passage. Alors c'était très dur de choisir, hein. J'en ai eu plusieurs en tête. Goku SSJ3, Goku, Goku quand il vainc Piccolo. Mais un des premiers passages qui m'est venu en tête, bizarrement, c'est le début du combat contre C19 et C20, contre les cyborgs. Où où les cyborgs lui disent non, on t'a pas suivi sur Namek, et que justement il dit cette réplique. C'est pas pourquoi, c'est la réplique que quand il le dit, ça me met le plus de frissons dans le dos, justement. Là, vous avez loupé le passage le plus intéressant de ma vie, ça vous mènera à la défaite. En fait, c'est cette confiance qui montre d'un coup, c'est ce développement de confiance, ce petit sourire narquois, on dire ça, on s'éloigne un peu du Goku pur, justement, mais d'un côté, je trouve ça tellement bien. À ce moment-là, il dégage une aura, et ça en suit une des transformations du Super Saiyan, justement, qui est encore, justement, le Super Saiyan qui à l'époque est vraiment nouveau, et donc en voir une transformation, c'est impressionnant, que ce soit pour le lecteur ou pour les personnages qui l'entourent. Et c'est vrai qu'en fait, parce que en fait, Trunks arrive, il dit c'est la merde, on va tous mourir dans le futur, et que là en fait t'as des cyborgs qui ont même pas cette information, et d'une certaine façon, je pense que les personnages aux alentours et le lecteur limite a un soulagement en mode bah vous êtes niqués en fait, vous êtes niqués si vous savez même pas pour le Super Saiyan. Et il y a ce côté qui est assez incroyable, je trouve. Non, c'est clair que c'est un très très beau passage, une très belle case que j'aime beaucoup. Xela, vas-y. Alors moi j'ai pas mal hésité, notamment avec le sacrifice de Goku contre Cell, dont on parlait tout à l'heure. Mais moi c'est le combat au championnat du monde d'arts martiaux, Goku contre Krillin. Tout ce combat-là, et particulièrement le passage avant le combat,
où ils regardent, ils discutent, ils font on y va à fond. Quoi, genre, retiens pas tes coups. Qui, pour moi, genre, incarne parfaitement en fait, la relation Goku-Krillin. Notamment parce qu'à ce moment-là, il y a déjà une différence de force qui est assez notable entre Goku et Krillin. Que d'ailleurs Krillin réussit un peu à surpasser avec pas mal d'ingéniosité. Mais c'est un truc qu'on retrouve dans Dragon Ball Super par la suite. Malgré en fait cette différence entre les deux, il y a ce respect mutuel en tant qu'artiste martial, en tant que combattant, qui fait on y va à fond. Et on se retient pas, on va jusqu'au bout des choses. Et bah derrière, le combat est génial, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Il est juste excellent. Donc j'adore. C'est top, je trouve. Très très beau passage. J'aime beaucoup ce combat également. Entre Goku et Krillin. Il y a tellement de passages, les amis, il y a tellement de passages iconiques que c'est très difficile d'en choisir qu'un seul. Moi, j'en ai choisi un. C'est celui du premier tome finalement que j'ai eu entre les mains. C'est avec ça que j'ai découvert Dragon Ball en manga, pas en anime, en manga. Le tome 24. L'arrivée tout simplement de Goku sur Namek. Et c'est pour moi le passage aujourd'hui encore le plus iconique pour Goku. On est en plein milieu de l'arc Namek face au commando Ginyu. On a un Gohan au bord de la mort, un Krillin qui n'en peut plus, un Vegeta qui était juste à l'arc d'avant, juste le go, enfin trop fort, le mec était trop fort, même beaucoup plus fort que Goku, tu vois. Pour moi, Arc Saiyan, on est d'accord que Vegeta est beaucoup plus fort que Goku, tu vois. Et en fait, de se dire que merde, même Vegeta se fait détruire, c'est même pas Freezer, hein. C'est juste le commando Ginyu. Il se fait battre, il galère contre le plus faible, Guldo, il galère de ouf, ils arrivent à le battre. T'as Rikum qui est un des plus faibles encore, tu vois. Et Rikum, juste tout seul, les foudroie 1v3. Je te dis, merde. Genre, c'est pas de... Facile. Je te dis, ah ouais, merde. Est-ce que même Goku, franchement, à ce moment-là, tu doutes même. Tu te dis, qu'est-ce que Goku peut faire à ce moment-là, tu vois. Il reste encore derrière tout le commando Ginyu encore à se taper. Et t'as Goku qui arrive. Hein, vous avez cette case qui est magnifique, la pleine page de Goku qui arrive dans son vaisseau. Serein. Il sent les puissances de tout le monde sur la planète, tu vois. À aucun moment, il se dit, ah, lui là-bas, il est vachement chaud, tu vois. Genre, c'est juste, ok, il y a des grandes puissances là-bas, mais je ressens Gohan et Krillin là-bas, on va y aller. Et quand il arrive, et qu'il met une grande... Non, même pas qu'il arrive, d'abord qu'il arrive juste, qu'il climatise tout le monde. Il passe au milieu. Il passe au milieu, comme ça. Il arrive, il donne le petit Senzu à ses potes comme ça, bam, bam, bam. Qu'il arrive, qu'il détruit Rikum en un coup. En un coup. J'ai l'image de Rikum, s'il te plaît, tu peux la mettre... alors que Vegeta, justement, il est en train de le planter comme un végétal. En un coup, il met un seul. La blague, si vous avez compris. Il le détruit. C'est là, je me suis dit, oh bordel de merde. Ça, c'est mon Goku, c'est mon héros, il arrive, il met une clim à Rikum. Il prend 1v2 Barta et Jis. Parce que ouais, c'est ça, c'est qu'avec Rikum, tu te dis, ouais, mais ça se trouve, il est fatigué, etc. Il ne montrait pas, et puis après, il enchaîne les deux autres. Barta et Jis. Surtout, Barta, ce qu'il lui fait. Il met. En fait, attends. Ce que j'adore, c'est que à ce moment-là, dans toute cette scène-là, dans toute la scène, Goku lâche punchline sur punchline. Tout le temps. Il s'arrête pas, il fait que. C'est de la hagra. On peut dire le terme. C'est de la hagra pure et dure. C'est qu'il arrive. Barta, il dit, ouais, je suis l'être le plus rapide de l'univers. Goku qui répond, plus maintenant, t'es deuxième maintenant. T'es que deuxième finalement, tu vois. Et on est à un point où, c'est incroyable. Et ce passage-là, pour moi, est symptomatique d'un Goku au sommet. Sur lequel on peut compter. Goku était le plus fort en comparaison avec les adversaires. Hein. C'est que jusqu'ici, à part, peut-être contre le ruban rouge, des trucs comme ça, mais à partir du moment où on commence à entrer vraiment dans des enjeux un peu très haut niveau en termes de combat, que ce soit même Tao Pai Pai, Piccolo, Raditz, Vegeta, Nappa, déjà, Nappa il a climatisé un peu. Mais voilà, il a climatisé totalement. À chaque fois, il était plus faible ou au moins il galérait, voilà, c'était pas... Là, il arrive, il attrape les 5 mecs les plus chauds de l'univers en dehors de Freezer. Aucun problème. Il les éclate. Mais calmement. Tu vois, il y a pas de... Il les tue même pas. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que juste avant, en fait, on a tout le passage où Gohan, Krillin, Vegeta, surtout Vegeta, qui était du coup l'échelle de puissance par rapport à Goku, on va dire, ils étaient à peu près plus forts même pour Vegeta, tu vois, et de voir que Goku arrive et qu'il est largement plus fort, et c'est là qu'on commence à parler d'un potentiel Super Saiyan pour Goku, tu vois, et c'est... Vegeta est beaucoup plus fort même, à ce moment-là, parce qu'il a déjà eu son Zenkai, il a fumé les deux autres et tout. Quand Rikum, il lui envoie un truc de fou, genre, il a atomisé la moitié de la planète pour fumer Rikum. L'autre, il sort, en slip, il rigole. Tu dis, c'est fini. Là, il n'y a pas d'espoir. Et à côté de ça, t'as Goku qui arrive, il met une patate, c'est terminé. Genre,
Il y a un gouffre Coup de en fait coude. entre Goku et tout le reste. Il y a un gouffre entre tout le reste, genre et Goku. Il y a Goku, il y a Freezer du coup, qui sont finalement la seule concurrence à Goku à ce moment-là. Mais le reste se fait éclipser d'une puissance monumentale. Ça fait presque peur. Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Évidemment, quelque part, hein, finalement, tout l'arc Namek pour Goku est incroyable. On va bien évidemment pas parler du combat contre Freezer, qui est peut-être le combat le plus iconique de l'histoire, tout manga confondu. Le Kaioken x20, on oublie souvent le Kaioken x20. Oh là là, mais le Kaioken tout court, c'est toujours incroyable. Même dans l'arc Saiyan, c'était incroyable. Et j'avais noté aussi rapidement, je vais pas m'éterniser dessus, mon combat préféré de Dragon Ball. Vous allez répondre rapidement aussi dans le chat et dans les commentaires, répondez aussi également. Moi, mon combat préféré, hors Goku Freezer évidemment, Goku Cell aussi que j'aime beaucoup, mais le Goku versus Tenshinhan en finale du 22e Tenkaichi Budokai, c'est vrai que j'ai une affection toute particulière pour. J'ai mis une petite image si tu veux, Miro, parce que en fait, on est à un stade où le combat est extrêmement serré, Tenshinhan est extrêmement fort, Goku aussi, et la frustration de voir Goku perdre à la fin pour une raison un peu bébête, un peu humoristique, tu vois, comme il méritait pas de perdre. Qui n'était pas mérité, mais le combat était tellement intense tout au long, mais vraiment tout au long. Je le trouve très très bon ce combat. Donc, c'est mon combat, on va dire un peu du cœur. C'est quoi vos combats un peu du cœur? Donc, tu as déjà dit beaucoup Krillin, toi, je pense, déjà. J'aime bien Yamcha Tenshinhan. Je sais pas pourquoi, c'est un combat qui a marqué parce que Yamcha jusqu'ici il brillait quand même. Voilà, c'est un peu le moment où tu te dis merde. Ok, le Yamcha qui déconne et tout. Tu te dis attends, il peut le faire et tout. T'y crois? Et en fait, la violence de la fin, où tu vois vraiment la cruauté de Tenshinhan quand Yamcha a perdu et qu'il insiste, il lui pète la jambe et tout. Déjà, moi, ça m'avait dévasté parce que finalement, c'est ça qui signe l'arrêt de la carrière de Yamcha. Il s'en remettra jamais de ce combat. Et moi, ça me fait chier parce que moi, Yamcha, c'est un personnage que j'adore. Et en même temps, derrière, ça justifie tellement de choses au niveau des relations entre les personnages et tout, ce qu'il a fait à Yamcha, que je trouve le combat est ultra important en fait, scénaristiquement, pour le développement des personnages et tout, en plus d'être accessoirement génial. J'adore Yamcha. Dorian, ton combat préféré? Alors, si je dois citer hors de Goku Freezer, en combat, vraiment, comme on peut l'entendre, je dirais Goku Piccolo, mais par-dessus, il y en a un que je mets pas vraiment comme un combat, mais vous allez comprendre, c'est le Trunks contre Mecha Freezer. Parce que non, on parle de Goku là, on parle de Goku, seulement Goku. Ah, juste Goku? Il avait cité contre Yamcha Tenshinhan, c'est pour ça. Ouais, sinon, c'est juste. C'est pour ça que je suis en mode, mais. Ouais, j'avoue, j'avais pas capté, mais Xela, oui. Pour ça. Mais si c'est avec Goku, voilà, c'est Piccolo. Ah, mais oui, c'est pas un combat de Goku. Je vais le capter. C'est vrai que t'avais dit le combat préféré de Dragon Ball, je sais pas pourquoi. Non, de Goku, mais bon, c'est pas grave. Si t'avais dit combat préféré de Dragon Ball, t'avais dit. Ah ouais? Hors Goku. Ouais, t'avais dit hors Goku. Ouais, je pensais à Goku. Non, mais. Ok, my bad alors, my bad. Donc, toi, tu resterais sur Goku Piccolo, du coup? Du coup, ouais, Goku Piccolo pour le meilleur combat de Goku, hors de Goku Freezer, évidemment. Parce que c'est un combat aussi où il y a un enjeu, il y a une ampleur, je veux dire. L'île, je sais pas si c'était une île à ce moment, je sais plus, bref. Le Tenkaichi Budokai qui se fait exploser, le fait que... Ah, donc c'est le combat contre Ma Junior, donc du coup, pas de... pardon, oui, je parle contre Piccolo, voilà. Oui, pas contre Piccolo Daimao, contre Piccolo tout court, Tenkaichi Budokai. Tenkaichi Budokai qui se fait exploser, le public qui se rend compte que c'est vraiment Piccolo qui est de retour, cet enchaînement d'espoir, de désespoir qui n'arrête pas, c'est impressionnant. C'est la seule victoire d'ailleurs de Goku dans le Tenkaichi Budokai, donc iconique moment. Moi, le passage préféré, le passage qui me hantera toute ma vie, c'est le passage avec le Kamehameha avec les pieds. C'est juste du génie, mais bordel, et qu'est-ce que Toriyama a fait ce jour-là, c'est incroyable. Et Kai aussi, ton combat préféré de Goku? Pour toutes les raisons que Dorian vient de dire et que tu viens de dire avec le Kamehameha avec les pieds, mais c'est Goku contre Ma Junior, tout simplement, parce que c'est mes deux personnages préférés. Voilà. Ce combat, c'est la dernière step, c'est le dernier mur avant l'ellipse. Voilà. Mention spéciale à Goku Cell qui est excellente, contre Palepa également, contre Piccolo Daimao, incroyableissime. Il y a tellement de combats. Majin Vegeta rajoute de l'animé de mémoire. Même Vegeta tout court, Vegeta. Vegeta tout court d'ailleurs aussi. Mais contre Majin Vegeta, il y avait ce côté un peu à la fois inattendu et en même temps c'est un peu une conclusion finalement à cette rivalité. C'est un truc qu'on attendait depuis un moment. Mais et que ça arrive comme ça et tout, c'est. Rappelez-vous, à une époque où on nous balance que le premier combat des finales du dernier step, on va dire, du Tenkaichi Budokai, le premier combat de Goku, il est opposé à Vegeta. Tu pètes un plomb.
C'est même pas la finale, tu sais, c'est la finale dans nos têtes. Sinon, c'est le premier match. Incroyable, enfin bref. Mais oui, c'est incroyable. Je voudrais qu'on parle aussi rapidement des différents designs, parce que Goku a évolué tout au long du temps, et le trait de Toriyama, indirectement sur le personnage aussi. Donc, Miro, si tu peux nous remettre l'image avec tous les différents designs, dépendamment des années, des époques. C'est quoi un petit peu vos préférés, on va dire, un petit peu, ou votre préféré? Moi, je cherche un seul dans le chat, dites-nous, hein, par rapport à l'année, dans les commentaires. Xela, par exemple, ce serait quoi? C'est dur, évidemment, c'est dur. C'est très dur, je sais. Je pense que c'est 88. C'est 88. 88-89. Cette période-là, plutôt 88, donc finalement l'arc Piccolo, donc le dernier Tenkaichi Budokai, celui qui gagne. Ouais. Où t'as ce côté, en fait, c'est un peu la rencontre entre finalement le Goku, entre guillemets, entre grosses guillemets, Z, plus anguleux, plus mature et tout, et le Goku petit qui a des designs très ronds et tout. Là, c'est un peu l'entre-deux, finalement. Celui-ci, c'est vraiment la fin presque de Goku. Ça aurait pu être la fin de Goku, et je sais pas, j'adore moi ce design, cette époque-là de Toriyama. Très très bon choix, franchement incroyable. Kai? Moi c'est 94 je pense. Avec on entre sur l'arc-bout, on entre sur la dernière partie. Je sais pas, moi j'aime beaucoup le design qui est vachement abouti, tu vois, c'est vraiment l'aboutissement du car design de. Enfin, pour moi c'est vraiment là où je le trouve super beau, le trait de Toriyama. Et, ouais. Voilà. Je trouve qu'il fait très daron. Je sais pas comment il a réussi à. Ouais, il fait plus vieux. Et en même temps, genre. Je sais pas comment il a réussi. On connaît. Ouais, il élargit le visage. Il élargit un peu le menton, notamment. Et ça lui donne une expression peut-être plus adulte. Je pense que c'est. Du coup, c'est pareil que Kai pour la même raison, 94, avec design où on le voit beaucoup plus sage. En fait, c'est surtout que bon, ça joue énormément, vu que quand il revient, je dis pas qu'il il a limite Laurent Adieu, allez, si je le dis, il a limite Laurent Adieu. Il est divin. Il y a des ailes d'ange, à moitié d'une auréole, machin, ça va, oui. C'est. Enfin, non, il les a pas, mais. Par contre, mention spéciale au niveau des designs et saisies, mon préféré restera toujours le premier. Voilà. Avec les cheveux joufflus. Je suis d'accord. Moi aussi. Moi, personnellement, c'est très compliqué, hein, je les aime tous, bien évidemment. Même les derniers, contrairement à ce que certains en pensent. Moi, j'aime beaucoup aussi le style qu'il a plus récemment dans les années 2000. Mais bon, mon préféré pour moi, s'il faut choisir qu'un seul, ce serait, 92-93, l'arc Cell, l'arc Cyborg Cell, où je trouve, moi, on est entre on est entre le daron debout, tu vois, et entre c'est la continuité de Namek pour moi. Je sais pas, il a un trait un peu daron, mais en même temps pas trop non plus. C'est le côté un peu, c'est le héros ultime. Et je sais pas comment expliquer. Mais il est adulte, mais il est pas encore vieux. Il est pas vieux, exactement, tu vois. Et je sais pas, c'est un moment un cardian que j'aime beaucoup de cette époque-là. Donc bon, voilà, si vraiment il fallait en choisir qu'un seul, mais ils sont évidemment tous très très bons. C'est comme si on me demandait de choisir entre mon daron et ma daronne. C'est impossible, donc très très compliqué, mais il faut le faire, c'est le jeu. On continue aussi avec, voilà, je pense qu'on a conclu un petit peu rapidement sur le personnage de Goku pour le Goku Day, donc jouez le Goku Day pour ce qu'il en reste, on va dire, il reste quelques heures. Donc très bonne journée à tous. J'espère que vous avez fait beaucoup de tweets avec beaucoup de hashtag Goku Day, avec des passages iconiques que vous avez kiffé, n'hésitez pas à le faire si c'est toujours pas fait. On peut parler rapidement aussi du coup de ce qui s'est passé aujourd'hui, hein. On en a parlé dans les news, donc on va faire plus rapidement ici. On va plutôt rajouter ce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. Donc évidemment, voilà, on n'a pas parlé du coup du film. Enfin, on a parlé du film qui est annoncé pour 2022 par Toriyama lui-même. J'ai parlé du mot et de la petite traduction qui avait à corriger un petit peu par rapport à la version anglaise. Ouais. Apparemment, on a la version corrigée, du coup, Miro me dit, donc on va pouvoir la diffuser. Et du coup, vous avez, voilà, donc c'est un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport, vous pouvez être posé et lire, par rapport au personnage et par rapport au visuel qui a un petit peu changé, on va dire, par rapport à la version anglaise. On a, du coup, la direction artistique, du coup, on peut en parler, du coup, de cette direction artistique, finalement, parce que Toriyama fait un mot carrément sur ça, il dit que le visuel est très rafraîchissant, donc c'est quelque chose qu'on peut supposer être assez différent de ce qu'on a eu par le passé, notamment que le dernier film Broly. On peut supposer du coup quoi, Dorian? Est-ce que on part sur de la CGI? Est-ce qu'on part sur du changement de caractère design totalement différent? On a eu des news apparemment. Est-ce que tu peux nous en parler d'une nouvelle technologie que Toei met en place actuellement? Alors du coup, il y a eu pas mal de bruit de couloir. Donc déjà pour le chara design, en vrai,
Enfin, ça peut dépendre de plein de choses, mais je pense qu'on restera sur du Shintani. Ça m'étonnerait par exemple qu'on revienne sur un chara design à la Yamamuro, comme sur Dragon Ball Super, par exemple. Ils vont pas changer de design pour un film, alors qu'en plus ils ont changé partout pour après dire ah on revient en arrière. Je serais un peu en mode what the fuck. Ouais. Et donc du coup il y a eu pas mal de bruit comme quoi ça pourrait potentiellement être au moins en partie ou potentiellement totalement en CGI. Alors la CGI, c'est vrai que bon déjà bon c'est une aversion de la communauté. 3D CGI, s'il te plaît. 3D CGI, oui, pardon. 3D CGI, c'est un peu une aversion de la communauté. C'est vrai que quand on voit par exemple les exemples les plus récents, donc on peut penser pour différentes CGI à celles qu'on a dans des Best Broly ou plus récemment vu que c'est la même dans Dragon Quest. Dans Die, ouais. Dans Dragon Quest où du coup personnellement je la trouve correcte mais je regarderai pas un film entier avec. C'est ça. Et il y a un autre type aussi qui est celle des films qui sont faits pour Netflix. On pense par exemple à Senseiya ou Albator, je crois que c'est eux qui l'ont fait. C'était pas Netflix, je crois. Pas le bâtard. Non, mais avec Toei Senseiya. qui a fait pour Netflix. Ah oui, oui. Je crois que c'était le cas, mais bref, vous voyez le genre de aussi, CGI hein. que je parle. Précure, c'est Donc, vraiment- l'image de Précure, c'est. Ça fait peur. En fait, je dirais, si je peux me permettre de développer, s'ils font de la CGI, à mon avis, c'est vraiment soit qu'ils n'ont pas de staff, soit qu'ils veulent promouvoir leur brand CGI par Dragon Ball, et notamment une des technologies qui sont en développement. Donc je sais pas si j'ai pas eu le temps de trop m'informer parce que c'est venu juste avant qu'on débute l'émission. Si c'était quelque chose de global ou si c'était vraiment de la Toei, ou en gros en février 2021, il y a la Toei qui a fait une petite démo technique qui s'appelait Urvan. Donc c'est pas le nom de la technologie, c'est le nom de la démo. Le nom exactement c'est Peros, voilà, qui est en gros une IA en deep learning qui, pour faire très simple dans les grandes lignes, j'ai pas eu le temps de trop m'imprégner du sujet, permet de créer beaucoup plus facilement des backgrounds, des fonds, des fonds justement pour de l'animation, et c'est très très correct. En tout cas, c'est très très correct de ce qu'on a eu. Et alors, je sais pas si Miro va nous mettre la vidéo, mais j'ajouterais même que ce qui est très intéressant, je trouve, c'est la manière dont justement cette IA, cette technologie, modifie les 10 décors en mettant des directions artistiques un peu futuristes, fantaisistes, change la lumière, jour, nuit, coucher de soleil. Qui ça, pour le coup, alors moi, la démo, elle a mis une petite claque quand même. Hein. Tu dis, ah oui, quand même, on va loin. Tu vois, ça va. Après, mais là, voilà. Derrière, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable de l'art, parce que c'est de l'art, en IA, en automatisé, ou finalement il n'y a plus de... En fait, faut voir plus dans le détail, mais je pense pas que ça annule l'artistique derrière. Je pense que ça le simplifie juste énormément. Et à ce compte-là, je sais pas pour toi, par exemple, Kai, du coup, qui est plus du côté artiste, je pense que si on te proposait quelque chose où tu peux influer ta pensée et ta création artistique tout en pouvant la simplifier énormément avec de l'IA, je pense peut-être que tu serais pour, je sais pas. Ouais, carrément. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça va en fait pour moi. En fait, ça va comment c'est utilisé. Tout dépend à voir si c'est utilisé comme complément ou est-ce que c'est en full comme ça, mais comment ça. En fait, j'ai hâte de voir le rendu final, et bien sûr, c'est même pas sûr, c'est ça, c'est de la supposition. Oui, évidemment, on n'est pas encore sûr à 300%, il faut le dire, c'est important. Mais c'est vrai que, en fait, le mot de Toriyama, il veut dire quelque chose, tu vois, il l'aurait pas dit comme ça. Voilà. Il dit que c'est un style très rafraîchissant, très nouveau, quoi. Concrètement, il dit qu'on va tester quelque chose de nouveau qui n'a pas été fait sur la licence. Maintenant, il n'a pas dit pour Shintani. Il a pas dit ça à l'époque de Broly, qui pourtant, visuellement, était quand même sacrément rafraîchissant, c'est le mot. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est plus loin que le changement sur des Best Broly. Je trouve pas ça très très rassurant. Après, on parlait de CGI tout à l'heure d'animation 3D. Le style de Toriyama se prête très bien à l'animation 3D. On le voit notamment dans les jeux Dragon Quest, dans les cinématiques Dragon Quest. Je pense notamment à celle de Smash qu'on a eu récemment qui était superbe. Voilà. On a de très beaux jeux en 3D qui prennent le style de Dragon Quest, donc de Toriyama. Donc ça peut être possible. Mais derrière, moi le premier truc qui me vient en tête, c'est Dragon Quest Your Story, le film en CGI du coup qui reprend Dragon Quest 5, qui, alors autant il y a des soucis autour du film, autant de l'animation et tout, c'est ultra propre. Le chara design, les slimes et tout, c'est magnifique. Alors maintenant, pour moi, il y a Lupin, mais est-ce que Toei est capable de ça? En fait, pour moi, je ne pense pas. Pour moi, il y a deux routes possibles. C'est soit
Ils font de la CGI comme on a peur, c'est-à-dire vraiment classique où tu vois que c'est de la pure 3D. Justement comme on fait du récent avec des designs du coup assez lisses. Je repenserai à un truc, mais c'est plus pour une attraction, donc c'est beaucoup moins travaillé, il est un peu vieux. Je pense à l'attraction Dragon Ball 4D au Universal Park au Japon, qui est du coup beaucoup plus dans un aspect figurine, pâte à modeler. Donc ça, quand même, je serais assez étonné parce que je veux dire, ils ont fait Broly qui est un bijou en termes d'animation, en termes de liberté de création dessus, et que à côté ils voient que justement, pour un gros exemple, t'as le film Pokémon il y a pas longtemps qui a fait exactement ça, qui a fait le remake avec ce genre de 3D, et on voit ça, ce que ça a donné. Donc je serais quand même un peu, s'ils font ça, c'est qu'ils ont quand même un peu de l'eau dans le cerveau, ou je sais pas quelle autre raison, peut-être qu'ils veulent promouvoir de la CGI juste tout court, ou alors deuxième exemple, et là je dis à voir. C'est si on nous offre une CGI extrêmement travaillée, parce que j'aurais limite envie d'y croire, vu que j'ai limite envie de croire que le projet serait peut-être en route depuis quand même un petit moment, et pas seulement genre il vient d'être lancé, il est prévu pour Ça a été 2022. dit. Je crois de même. Alors j'ai cru voir ça passer quelque part. C'est pas Ouais. confirmé à 100% ce que je vais vous dire, mais que c'était en production avant la Avant sortie de Broly. Broly. J'avais Ouais, vu ça aussi. Avant la production de Broly, je sais pas, mais avant la Ouais. sortie de Broly, j'ai lu ça en Ouais. tout cas. Et si on Ce qui est nous offre rassurant. de la CGI au niveau de Fighters, voire encore mieux, moi je dis Là, par contre, à voir. là on dit J'ai envie d'y là, croire. Franchement, j'ai envie d'y... plus on en parle là, plus j'ai envie d'y croire. Je me dis que peut-être qu'il Si c'est en CGI, évidemment, toujours on Qui nous- précise. bien si sûr, c'est bien en sûr, CGI. bien sûr. Parce que Moi, si c'est pas en je- CGI, on pense que ça va être très beau. Hein. Ouais, je pense qu'on peut être surpris. J'ai un petit espoir de me dire que, alors peut-être, si le truc est en préparation depuis très longtemps et qu'il y a des nouvelles technologies, qu'il y a des trucs qu'on n'a jamais vu encore, peut-être renouveler même le monde de l'animation, je sais pas, vraiment d'aller loin dans le truc, pourquoi pas. J'ai juste peur, bien sûr, de rétro-pédaler par rapport à Broly, qui était pour moi un bijou d'animation Ah, ça. de on A à Z. n'a tu pas vois. fait mieux dans la licence Dragon Ball que Broly. Hein. En termes visuels purement, il y a Et pas, rarement je trouverais dans- pas un truc mieux. C'est trop beau. Rarement dans l'animation, avec le domaine de l'animation pure, pas. Donc En après, tout cas, voilà, ça c'est wait and see. Malheureusement, on verra. Enfin, on en saura plus quand on aura des images, un trailer, quelque chose dans les mois à venir, je suppose. On en reparlera bien sûr dans un TM show. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Oui, je voulais rajouter par rapport au personnage du coup, le fameux personnage qui nous a teasé un petit peu Akira Toriyama. Il nous fait clairement comprendre que c'est un personnage qu'on a déjà, qui est déjà présent dans la trame, auquel on ne s'attend pas. auquel on ne s'attend pas, qui aura un rôle prépondérant Qui existe. dans le combat, dans le combat, qui serait d'ailleurs féroce et amusant, le combat. Gotenks. J'avoue que quand tu dis amusant, je pense à Gotenks, tu vois, mais Féroce et amusant, c'est Gotenks. Goten et trucs, si enfin grandi. SVP. Oh, mais peut-être. là, en plus, alors actuellement, c'est pas un spoil, voilà. Il y a une temporalité qui est installée dans Dragon Ball Super, dans le manga, où on parle de 3 ans, qui vont peut-être passer, potentiellement avec Granola, les 3 ans de Granola. Si on passe ces 3 ans finalement, Alors peut-être. je peux faire croire que Gotenks et Trunks ont toujours 10 ans. Non. Je veux y croire. Yamcha aussi, c'est une possibilité. Mais Yamcha me croit moins quand même, moins. moins, Oui. c'est moins. Oh, mais s'ils te font un film Yamcha après le. Alors là, vous allez m'entendre. Non, mais là, tu rêves trop. Là, tu rêves un peu trop, mon ami. Mais déjà, si c'est Sur Gotenks, le commando Ginyu. déjà, si c'est Gotenks, Ah, mais déjà, si c'est Goten, c'est incroyable. On Parce que prend ça clair. résout déjà le problème majeur de DBS, qui est le traitement de Goten et Trunks, finalement. Donc, déjà, juste ça, c'est gagné. En plus, Gotenks, c'est toujours plein de techniques, de machin, c'est super drôle à suivre, c'est palpitant. Ça évite aussi de faire une redite de Broly, finalement, parce que Broly, en fait, elle est tellement haut, tellement loin dans le combat. Donc voilà, il y a le Gogeta Blue, il y a Broly, machin, il fait 3 mètres. Après, vas-y, on pète l'espace-temps et tout le bordel. Comment tu veux faire un combat qui soit mieux que Broly aujourd'hui, ou qui soit au moins aussi bien que Broly? C'est pour ça que même Moro, finalement, le combat est assez spécial, il y a de la magie, des machins. Là, tu peux pas juste ramener Freezer, Couleur, je sais pas qui, Cell, faire la bagarre, parce que ce sera toujours fade par rapport à Broly. bon, en tout cas, Gotenks, ça alors peut être peut-être. Gotenks, ça peut être Gohan, ça peut être Beerus, ça peut être d'autres personnages. En tout cas, en fait, vos pronostics, hein, dites tout dans le chat, dans les commentaires YouTube. Quel personnage vous pensez que ce sera? C'est intéressant. Et peut-être même pourquoi, hein, pour quelle raison, ça peut être aussi très intéressant. Mais voilà, en tout cas, petit teasing d'Akira Toriyama, on est hypé comme jamais. C'est le retour des théories autour de Dragon Ball, c'est le retour des fanarts Dragon Ball Nomatel, c'est le retour des tweets Dragon Ball, et ça j'adore. Donc on prend Dragon Ball Vous, Super. Oui, bah, Vous pensez que ce Non. sera quand? Non, trop tôt.
T'as dit quoi, c'est moi, Doran? Vous pensez que ce sera quand l'histoire? Est-ce que ce sera adaptation de Moro, de Granola? Est-ce Non. que ce sera après? Est-ce que ce sera avant? Est-ce que ce sera une side story? Ce sera après Granola, une histoire originale après Je Granola. pense. La Granola Je sera pense- finie d'ici là. Ouais, je pense aussi, ouais. Et Justement, après faire Granola. un peu un cross-média. Peut-être que dans le manga, ça va sauter justement le film comme il a fait avec Broly et que ça continue sur du cross-média. Ça va faire ça. Broly, d'ailleurs. Donc, Peut-être ramener Broly. s'il Ah vous oui, c'est vrai aussi Broly. Oui. Ça peut être. Il Ça me peut être manque. une possibilité. Ça peut être Broly, mais après, c'est vrai que refaire un deuxième film avec Broly Jaco trop, aussi. trop présent. Jaco, j'y ai pensé aussi. Ouais, Jaco. Ça peut être. Jaco, en vrai, ce serait trop cool. Pourquoi pas. Mm. Bon, en tout cas, Dragon Ball Super est de retour officiellement. C'est pour 2022. C'est une nouvelle réjouissante et hypante pour l'avenir. On espère en savoir plus très très vite. Toriyama Sensei, s'il vous plaît. Toc toc toc. Le trailer. On en a besoin. Et sur le Les site, images. suivez ça très attentivement sur le site officiel du coup Dragon Ball qui a été ouvert aujourd'hui même, qui est super beau et qui promet des très belles choses à l'avenir. On va On pouvoir va avoir un conclure- écran noir, le logo Toei, on va entendre un chat. On va pas comprendre, on va voir un rallye qui va débouler. C'est drôle, c'est explosif, vous verrez. Dr. Slump, tellement le film. C'est cool.